Je vais continuer peut-être sur ma lancée de présentation de ce séminaire pour dire, voilà, maintenant on est au troisième séminaire. C'est un cycle de 6 séminaires. Donc, il y en a 2 qui sont passés. C'est un séminaire qui porte sur des questions de modèles de développement rural et agricole au Maroc. Aujourd'hui, la présentation de Khalil Harizi, elle va en parler plus en détail sur la conceptualisation, mais aussi sur les attributs de mise en œuvre. Mais dans les différentes conférences qui ont eu lieu jusque-là et qui vont suivre, chacun des intervenants a un point d'attaque. Donc, la première intervention de Patrick Caron, elle était plutôt orientée vers un cadrage autour de la mondialisation, autour de la durabilité, autour des modèles alternatifs aussi, donc pour avoir un aperçu global. La présentation qui a suivi pendant le deuxième séminaire était avec Patrick Caron, qui est géographe et vétérinaire aussi. Le deuxième séminaire qui était animé par Annabelle Audrey, qui est politiste, et qui a porté beaucoup plus sur les nouvelles manifestations ou les déterminants d'un nouveau contrat social au Maroc, que ce soit avec les catégories sociales ou avec les ressources, je dirais, les ressources productives, les ressources naturelles. Alors, aujourd'hui, on va avoir troisième séance. Je laisserai tout à l'heure Khalid en parler avec plus en détail. Il y en aura aussi 3 autres qui vont suivre avec Grigory Lazarev, qui est aussi, je peux dire, sociogéographe et qui a longtemps travaillé aussi au Maroc et dans d'autres pays. Par la suite, il y aura aussi une présentation de Mohamed Tozi, qui est politiste et qui va parler beaucoup plus de l'agilité autour de l'agriculture familiale. Et on finira un autre cycle avec Larbis Gdouni, professeur Larbis Gdouni, qui est agroéconomiste et qui va nous parler de l'actualité aujourd'hui autour des politiques agricoles marocaines, qui est sur les classes moyennes rurales, suite notamment au discours et à la politique Génération Green qui ont eu ces 2 dernières années. Donc voilà un peu pour le programme. Je dirais aussi que on a volontairement associé développement rural avec développement agricole parce qu'aujourd'hui, on est en décalage par rapport à, je dirais en décalage exprès, parce qu'on est un peu dans des nouvelles manifestations dans les sociétés rurales, notamment marocaines. On est plus en fait dans ce qu'a observé, ce qu'ont observé les sociologues du rural, que ce soit dans la naissance de la sociologie rurale, donc avec Mandras, etc., ou les travaux de Paul Pascon, les travaux pionniers des années 70-80. Donc, on est dans une période où il y a une accélération des transformations, le fruit de beaucoup de facteurs sur lesquels on peut. L'objet aussi, c'est de les discuter. Mais très souvent, en termes de politique publique, il y a une dissociation, notamment les 15 dernières années, une dissociation entre agriculture et rural. Et à travers ce séminaire, on voudrait ramener aussi le débat pour dire qu'ils sont étroitement liés et quand les politiques publiques aussi, les modèles de développement gagneraient aussi à avoir cette perspective globale et non pas sectorielle. Donc voilà pourquoi un peu on a associé je dirais ces deux, rural, agricole, mais aussi avec le modèle de développement. Donc le modèle de développement, là aussi, ce n'est pas pour faire écho au travail de la commission en parallèle, c'est la commission désignée par le roi, qui est sur l'élaboration d'un modèle de développement. C'est loin de ça. Donc, c'est vraiment un débat que j'ose dire public et au milieu de l'université qu'on voudrait mener. Voilà. Alors, avant de donner la parole à M. Khalid Harizi, je vais juste prendre un petit moment pour dire que Khalid est d'abord agroéconomiste marocain, même s'il est basé à Rome, agroéconomiste de l'IAV Hassan II, début des années 80. Pour cela, il a été aussi un des étudiants de Paul Lermouk avant son décès. Khalid, il a fait aussi sa carrière, je dirais une carrière aussi dans le mixte, parce qu'il a été expert international jusqu'à aujourd'hui,
bientôt 40 ans. Donc, et il a beaucoup travaillé d'abord pour le FAO, ensuite pour le FIDA, jusqu'à sa retraite. Et au cours de ces années, il a aussi mené un travail pionnier avec l'Institut de recherche sur les politiques alimentaires. Ce travail qui a aussi porté sur justement l'autonomisation des ruraux, je dirais pauvres, nous en sociologie on dit plutôt vulnérables, précaires. Donc, leur autonomisation, et je pense que c'est un des travaux aussi qui ont donné lieu à beaucoup de connexions avec la recherche, en étant menés aussi avec des chercheurs de renom, notamment au Maroc. Alors, Khalid aussi, il a travaillé, il a aussi de très peu Marocains qui ont aussi travaillé à l'international, notamment en Asie, en Afrique, l'Asie, que ce soit du sud ou de l'est, ou du sud-est, pardon, et notamment en Afrique du Nord. Donc, je lui donnerai la parole à ce titre, mais bien d'autres. Je le remercie d'abord pour sa générosité, pour sa disponibilité, de vouloir partager son expérience et aussi maintenant, avec toute cette expérience, aussi de partager sa digestion de tous ces éléments, je dirais, empiriques et conceptuels. Merci Khalid, et à toi la parole. Merci Zakaria et bonjour à tous. Je vais rentrer tout de suite dans le sujet, mais laissez-moi vous présenter la manière dont je voudrais l'aborder. Quand on parle d'approche du développement agricole et rural, il faut remarquer qu'on met tout de suite en jeu 3 ou 4 concepts. Celui de développement, celui d'approche ou de stratégie, et les concepts bien sûr d'agriculture et de ruralité. Alors je vais devoir faire le tri, et bien que j'ai fait toute ma carrière, comme vient de le rappeler Zakaria, dans le développement agricole et rural, je vais tout de suite préciser que ma présentation se focalisera sur les 2 premiers concepts, c'est-à-dire l'approche et le développement. Donc, je ne discuterai pas de ce qui fait la spécificité du développement agricole et qui le distingue du développement rural et qui fait aussi les liens entre les deux, mais je prendrai quand même des exemples tirés de mon expérience du développement agricole et rural pour illustrer mon propos plus général et conceptuel. Dans cette présentation, je me propose donc de brosser à grands traits les contours d'une approche de développement qui vise une plus grande autonomie des acteurs. Et comme nous avons un public, si je comprends bien, où il y a beaucoup de sociologues, j'ai bon espoir que cette approche attire votre attention. J'essaie de faire avancer l'écran à la page suivante, voilà. Sommaire, nous commencerons par mettre un tout petit peu en perspective théorique cette présentation, parce qu'elle est fondée sur des bases théoriques très solides et qui ne sont pas que je n'ai pas souvent mis en évidence dans les conférences ou les travaux pour ne pas disons, surcharger les présentations, mais ici, je vais me contenter de donner une adresse théorique à cette présentation sans la développer. Ensuite, les 3 sections suivantes explorent 3 champs de la régulation des politiques et des stratégies de développement. Le premier, c'est le champ du marché, où règnent en maître les stratégies d'acteurs. Le deuxième, que l'on présente très souvent en premier, que j'ai appelé l'État développeur et ses instruments de décision. Et le troisième champ est un champ d'un développement qu'on peut appeler négocié et où la fonction de leadership est critique. Et pour ce qui nous concerne, on constate souvent un déficit de leadership, et on va y voir en quoi
c'est le cas et qu'est-ce qu'on entend par là. Et donc, c'est l'objet de la 5e section, de faire un peu plus un zoom sur cette fonction de leadership et en quoi elle est pertinente au développement. On entend souvent dire, pour parler vite, que l'élément humain, c'est tout. Ben voilà, c'est un des éléments humains qui sont très importants, mais il faut comprendre en quoi. Et finalement, d'une esquisse à l'autre, on arrive à faire émerger une feuille de route minimaliste qui pourrait s'appliquer ou être considérée comme une approche de développement agricole et rural, un cadre en tout cas pour cette approche et qui est soumise à votre examen. Théorie, l'aspect théorique. Je pense que quand même quelques-uns d'entre vous connaissent Amartya Sen. Amartya Sen est, en ce moment, je pense, il est professeur à Harvard de philosophie et de sciences économiques, mais il a enseigné dans toutes les universités les plus prestigieuses, y compris Cambridge et bien d'autres. Et il a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré dans mes travaux et qui a inspiré beaucoup d'autres personnes, qui s'appelle Development as Freedom, qui a été publié en 1999 et qui est en fait la source de tout ce qui s'est fait dans le système des Nations Unies sur les index de développement humain. Et sa principale thèse, c'est ce que j'ai mis en rouge en haut de l'écran, c'est que la liberté est. J'ai quelqu'un qui demande à remote control of your screen. J'ai quelqu'un qui demande, je ne sais pas quoi faire. Bon. Et je ne prends pas le risque. Allez, tu continues ta Oui, présentation et nous, mais elle on était résume venue en plein ici. milieu d'écran. Alors, donc je vais décliner, je vous laisse faire. Donc, la liberté, c'est non seulement un moyen, mais aussi la fin du développement humain. Donc, je ne vais pas élaborer ici, mais c'est juste pour vous situer cette discussion. Il part aussi du constat que le développement, les politiques de développement, les stratégies de développement renoncent souvent aux libertés et aux opportunités au nom du développement économique et humain. Et lui soutient au contraire que la liberté doit être au cœur du développement et ainsi créer un changement durable et efficace. Alors, ce n'est pas une liberté vaporeuse, c'est quelque chose de très concret et qui implique de multiples institutions et qui s'articule autour des opportunités économiques, la liberté politique, les soutiens de services sociaux de base, éducation, santé, la transparence et la bonne gouvernance, la sécurité pour la société, la résilience des communautés et des écosystèmes. Tout ça sont des éléments de liberté tels que le comprend ou le théorise Amartya Sen. Et ce qui est aussi sous-jacent à cela, c'est que, comme on a dit, ce n'est pas simplement le moyen, mais aussi la fin du développement humain. C'est que les gens puissent vivre une vie meilleure sur la base de critères que eux valorisent. Alors, pour en finir avec un tour d'horizon très rapide sur l'aspect théorique, il y a ce concept de capabilité. Donc, capabilité, souvent, c'est utilisé dans le sens de capacité. Et en fait, c'est un peu cela, c'est une capacité, mais l'unité d'expression, elle est exprimée en termes d'aptitude à atteindre un objectif ou un résultat spécifique. Donc, si je prenais un exemple malvenu, mais un exemple militaire, si votre armée a une centaine de chars, voilà une capacité. Mais si votre armée était capable d'arrêter toute invasion dans les 10 kilomètres de la frontière en un jour, voilà une capacité. Donc, vous voyez, c'est un peu la même chose, mais l'une est exprimée en moyen, l'autre est exprimée en la capacité en résultat. Et j'ai fait des travaux aussi sur ces questions de capacité au niveau tant collectif, comme des communautés, des coopératives, mais aussi individuel, bien sûr. Et ces travaux m'amènent avec beaucoup d'autres
m'amène à dire qu'il y a trois dimensions qui doivent être présentes pour qu'on puisse parler d'autonomie, et qui est le vouloir, le savoir et l'agir. Votre capacité, elle est fonction d'un vouloir, d'un savoir et d'un agir qui sont en harmonie entre eux. Il faut vouloir autant qu'on sait et autant qu'on puisse agir, d'une certaine façon. Et il y a des défis qui sont à notre portée, d'autres qui ne le sont pas, à moins de renforcer nos capacités. Et je ne peux pas développer sur l'aspect théorique, mais l'autre aspect à comprendre, c'est que les capacités sont aussi une mesure du degré d'autonomie d'un agent, qu'il soit un individu ou une organisation. Voilà, donc entrons dans le premier champ que j'ai appelé champ de régulation, ou champ d'intervention, ou champ d'interaction, comme on voudra, qui est celui du marché. Et ce champ du marché, il est régulé essentiellement autour des prix du marché. Mais les principaux acteurs en sont bien sûr les ménages, les entreprises, le secteur privé, le secteur public, un certain nombre d'intermédiaires et aussi les organisations professionnelles. Nous avons noté, et par référence à une situation comme le Maroc, mais pas seulement, dans beaucoup de pays, dans le développement agricole et rural, souvent, c'est au niveau des organisations professionnelles qu'on trouve un maillon faible dans l'espace des marchés. On le voit d'ailleurs avec le plan Maroc vert, où le pays a fait beaucoup d'investissements et consenti beaucoup d'efforts pour développer des unités de valorisation, par exemple, en créant autour d'elles des coopératives et des associations, mais qui n'ont très souvent pas été en mesure de gérer des investissements qui étaient d'ailleurs disproportionnés par rapport à leurs capacités. Donc voilà un tout petit peu pour déjà situer cet aspect. Et donc mon expérience me fait dire que les organisations professionnelles devraient être l'objet d'une beaucoup plus grande attention dans les politiques et stratégies de développement que ce qu'elles ne l'ont été. Et donc la question se pose comment on peut renforcer ces organisations professionnelles à tous les niveaux. Et j'ai mentionné quelque part dans cette présentation une étude que j'ai faite sur les coopératives agricoles tunisiennes, et on voit trois grands facteurs qui sont dont dépendent cette capacité des organisations professionnelles. Un, c'est une autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics, fondée sur une gouvernance saine, ce qui en Tunisie n'était pas évident. Maintenant, depuis la Révolution, il y a beaucoup plus de distance entre les pouvoirs publics et les organisations coopératives, qui avant n'étaient qu'un simple relais. Mais enfin, il y a encore beaucoup de travail à faire pour se détacher de l'héritage. Il faut aussi un positionnement de leurs activités qui soit suffisamment rémunératrice pour dégager un surplus, et il faut des capacités adéquates pour revenir au point qui nous intéresse. Donc, nous allons illustrer ce point dans le graphe suivant. Donc, c'est pris directement de ce cas, de cette étude de 2017, publiée en 2019 en Tunisie. Et ce que vous voyez à droite, c'est les différentes couleurs sont les différentes dimensions de cette capacité, le vouloir, le savoir et l'agir. C'est la tête, les jambes et le cœur d'une certaine façon. Et vous voyez à droite, sur le schéma de droite, une classification des différentes coopératives en fonction de leur score de capacité. Donc là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est pour vous montrer les différences qui peuvent exister quant aux capacités entre coopératives. Vous voyez un groupe avec des scores relativement bas, un groupe avec des scores plus élevés, puis un autre groupe au milieu qui est à peu près intermédiaire. Mais vous voyez aussi que suivant les dimensions, différentes coopératives, par exemple,
des coopératives sur la gauche, Sidi Bouzid, Qasr Aoun, Zitouna, l'Union des coopératives de Mahdia. Ce groupe-là a un profil où ils ont une idée très claire de ce qu'ils veulent faire, ils ont un très fort vouloir, on va dire, mais avec un niveau de savoir et de capacité d'action un peu en deçà de ce niveau-là. Et on peut faire des raisonnements analogues sur les autres, je ne veux pas prolonger. Et sur le schéma de gauche, sur le graphe de gauche, nous avons en abscisse les différentes coopératives, Koseble, Mahdia, Zarzis, Tbarsoq, et on voit que les capacités peuvent varier aussi en fonction du type d'investissement dans lequel ils sont engagés. Donc, sur la Koseble, c'est des réhabilitations de silos, c'est un travail relativement facile et connu pour eux. Sur la coopérative Mahdia de pêche, en fait, c'était un problème d'améliorer leur rentabilité. Zarzis, une autre coopérative, c'était une question de transport et de matériel roulant pour porter d'ailleurs du poisson dans le nord en faisant 300-400 km pour avoir des meilleurs prix. Et à Tborsour, dans le nord, c'était une question d'une huilerie AOC qu'une coopérative voulait développer. Et vous voyez aussi donc que là aussi, suivant le type de projet que vous avez, la capacité, donc l'aptitude à obtenir certains résultats, eh ben, elle va varier, non seulement en fonction des situations, des coopératives elles-mêmes, mais aussi en fonction de la nouveauté que peut représenter l'investissement. Donc il n'y a pas de... Ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est des grandeurs en évolution permanente et en situation. Il faut être en mesure de les comprendre et ce qui, si vous aviez aidé dans une approche de développement rural la coopérative de Tborsour à réussir son investissement dans une huilerie AOC, la première chose à faire, vous voyez bien que ce n'est pas tellement au niveau de la motivation, le vert, mais c'est surtout au niveau du savoir-faire qu'il faut beaucoup remonter et donc aussi de leur capacité d'investir, d'agir. Tout est là dans ce. Donc passons au deuxième champ, qui est celui auquel on pense toujours en premier quand on parle des politiques de développement agricole, rural et autres, ou des stratégies. Dans nos pays, c'est souvent l'État qui en a l'initiative, c'est l'État qui conçoit, c'est l'État qui finance, c'est l'État qui aide, c'est l'État. Et c'est l'État qui a l'initiative, qui a la haute main sur ces politiques en général. C'est moins le cas aujourd'hui qu'il y a 30 ans ou 40 ans, mais en relatif, pas dans l'absolu. Si on veut caractériser ce champ, donc c'est le champ ce qu'on appelait le triptyque politique, institution et projet. C'est des mots qu'on entend en permanence. Dès que vous entendez politique, stratégie, institution et projet, vous savez que vous êtes dans le champ de l'État développeur. Et quand on regarde les instruments de décision qui vont avec, qui font partie de la régulation dans ce champ, on s'aperçoit que très généralement, c'est l'évaluation et la reddition des comptes qui est le maillon faible de ce système. Il n'y a pas beaucoup de retour en boucle sur expérience. Et ça, c'est pour rester, on va dire, gentil. En réalité, il y a une certaine résistance à développer des formes d'évaluation indépendantes qui permettent réellement de corriger le tir. Ce genre de stratégies, une fois qu'elles sont adoptées, elles sont très difficiles à recadrer. Donc, ce que je venais de dire, c'est que l'évaluation est le maillon faible de l'État développeur. Et si on veut avoir un meilleur État développeur, à mon avis, c'est une des choses qu'il faudrait développer le plus, c'est des évaluations, une capacité d'évaluation indépendante, c'est un métier d'évaluateur, c'est des écoles qui forment des gens qui savent évaluer, et parce que l'évaluation indépendante permet d'allouer les ressources là où elles seront le mieux utilisées,
d'identifier et résoudre les problèmes pour corriger la performance, rendre compte et sanctionner une performance, et d'innover aussi, puisqu'il faut évaluer les actions pilotes avant de les répliquer et les mettre à l'échelle. Donc voilà ici un tour d'horizon sur le deuxième champ. Et quelque chose auquel je tiens beaucoup, c'est il faut développer une véritable culture de l'évaluation si on veut aller vers une meilleure gouvernance et vers des politiques de développement qui s'auto-corrigent quelque part ou qui s'autopilotent. Donc, pour juste un petit peu insister sur ce point, au Maroc, on a quand même inscrit l'évaluation des politiques dans la Constitution. Nous avons plusieurs organismes qui font des travaux d'évaluation parfois de très haute qualité, comme la Cour des comptes, la Commission parlementaire d'évaluation des politiques. Beaucoup de bailleurs de fonds font des évaluations de projets et de programmes. Donc il y a non seulement un corps de métier, mais aussi un certain nombre d'activités. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est ce réflexe de passer par l'évaluation systématiquement au niveau des stratégies euh, pour prendre des décisions. Le troisième espace, c'est un peu celui qui est à l'interface entre les deux premiers, entre le marché et l'État. Et j'ai mis sur cette espèce de balance, puis pour visualiser la question du développement négocié, ce champ, j'ai mis un certain nombre de sujets et qui caractérisent l'un et l'autre et qui caractérisent ces interfaces. Donc, l'interface du côté marché, on a tout ce qui est entrepreneuriat social et économie solidaire. Donc, vous voyez, un peu de privé, un peu de social. Tout ce qui est les normes de conduite et la traçabilité, c'est pas nécessairement, c'est des normes qui vont être imposées ou négociées, souvent le cas quand vous êtes sur le marché, les normes de qualité et de sécurité ne se négocient pas. Tous les accords interprofessionnels, voilà le genre de sujet et d'espace dans lequel le développement est négocié. C'est-à-dire, c'est des acteurs qui se mettent d'accord pour faire en sorte que pour réguler cet espace. Ensuite, du côté de l'État développeur, il y en a tout ce qui a trait aux mécanismes de coordination, de médiation et de mise en cohérence est énorme. La territorialisation des politiques, voilà notre niveau de négociation et de mise en cohérence. Tout ce qui est contrat-programme avec les professions, les interprofessions, on a aussi le cas des contrats de nappe d'eau souterraine, des services à l'écosystème. Et enfin, j'ai laissé en dernier les partenariats publics-privés, que nous allons un petit peu illustrer de façon plus approfondie par la diapo suivante. Alors, les partenariats, pour faire simple, implique un engagement entre administrateurs, producteurs et privés pour mettre en commun des ressources, des compétences ou des idées afin d'atteindre un objectif commun, tout en partageant aussi les risques, les bénéfices et les responsabilités. Voilà ce qu'on entend. Et donc, je vais essayer de caractériser ici un partenariat, les leçons d'expérience qu'on tire des partenariats publics-privés dans le développement des chaînes de valeur, qui est un des grands thèmes des politiques de développement agricole. Et donc, nous avons les organisations de producteurs qui fait quoi quels sont les apports respectifs des partenaires. Donc, les organisations des producteurs savent produire dans les conditions locales, ils produisent en fonction d'une demande qui leur est faite et ils apportent un capital physique et humain. Et aussi souvent, de plus en plus, un premier niveau de transformation, donc les producteurs et leurs organisations. Les agences du secteur public, elles sont souvent dans une posture d'investissement dans les biens publics, que ce soit l'infrastructure, la recherche, l'innovation.
de créer un environnement incitatif favorable, d'amortir certains risques, de réduire les coûts de transaction. Enfin, les compagnies privées, elles fournissent surtout l'accès au marché rémunérateur. Souvent, elles ont un rôle aussi dans le préfinancement, les fonds de roulement et les avances sur intrants. Elles apportent beaucoup en termes de capacité de gestion, de management et de coordination aussi. Et bien entendu, elles apportent substantiel dans l'investissement, que ce soit des unités de transformation, de stockage, de transport. Et j'ai mis ici une nouvelle catégorie d'acteurs qui sont les nouveaux intermédiaires, que j'ai appelés les nouveaux intermédiaires. C'est ceux qui connaissent tous ces acteurs et leurs besoins et qui facilitent les négociations contractuelles. C'est un acteur qui quand il est absent, ce genre de partenariat public-privé a beaucoup de mal à fonctionner, puisqu'il dépend à ce moment-là d'un leadership de l'un ou l'autre des acteurs qui n'est pas toujours compatible avec une bonne répartition des risques, des contributions et des bénéfices. Souvent, ces intermédiaires soutiennent justement les acteurs les plus faibles pour les amener à pouvoir s'engager dans ce genre de... et ces acteurs, on l'a déjà vu, c'est souvent des organisations des producteurs, ils les soutiennent pour les amener à un certain niveau. Et parfois, il y a aussi une contribution financière. Certains bailleurs de fonds, comme le FIDA d'ailleurs, jouent ce rôle aussi pour faciliter le montage de ce partenariat public-privé. Alors, nous allons un peu plus vers la fin de cette présentation. Quelles sont les premières implications pour une approche du développement agricole et rural de ce que nous avons vu jusqu'à présent? Bon, nous avons vu que le développement intervient sur des systèmes complexes, mais je voudrais tout de suite souligner qu'il n'est pas nécessaire d'agir sur tous les points d'un système pour le modifier. Et je crois que c'est un peu le travers de beaucoup de stratégies. Elles essayent d'en faire trop, de toucher à tout en espérant qu'à la fin, on va pouvoir avoir des résultats. C'est quelles sont les contraintes et on y va. Moi, je crois qu'on a un grand avantage à avoir une action plus stratégique et notamment à cibler les maillons faibles, parce que vous pouvez développer tous les autres. Si le maillon faible reste toujours le plus faible, eh bien, le rendement, le résultat d'ensemble va s'en ressentir. Alors, autant commencer par comprendre où sont les maillons faibles et investir en les ciblant. La deuxième grande implication, que je vais un peu plus élaborer dans la fin de cette présentation, c'est les capacités de leadership. Elles sont le ciment des processus de développement à tous les niveaux. Ces capacités doivent être développées, on peut les développer, on sait comment les développer, mais elles doivent être développées si on veut augmenter le taux de succès de nos stratégies de développement. Donc, voyez-vous, ces deux premières implications ne s'opposent pas à ce qui se fait par ailleurs dans une stratégie ou dans l'autre, mais elle apporte des précisions et une indication qualitative qui est très importante. Aussi, cette capacité de leadership veut dire investir dans l'autonomie des acteurs. Et ça, on va voir, on a commencé à voir ce que ça voulait dire, l'autonomie des acteurs. Ça demanderait une présentation en soi, mais ça doit faire partie du tableau. Et finalement, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette de cette présentation jusqu'à présent, c'est que pour avoir des résultats systémiques, puisqu'on est dans des systèmes différents, il faut des règles du jeu et une culture de leadership différente. Et c'est là que se situe le principal enjeu de la bonne gouvernance. Voilà avec ce qui pourrait être les premières briques d'une approche, j'aime pas trop dire alternative, mais différente, ou complémentaire de ce qui se fait. Alors, on va essayer maintenant d'approfondir cette notion de leadership et je dirais tout de suite que nous avons deux conceptions du leadership assez contrastées. La conception la plus courante, c'est le leadership comme hiérarchie. Vous avez un leader, en dessous vous avez des conseillers,
et des disciples ou des participants, des exécutants, quel que soit le domaine dans lequel on intervient. Il y a un petit peu ce qui est important ici, c'est la hiérarchie, la ligne de commandement et où on se situe sur cette hiérarchie. Donc voilà, le leadership, euh, euh, c'est la conception la plus courante. Mais il y en a d'autres. Et il y a une autre façon de voir le leadership et de voir comme culture, c'est-à-dire une manière de se relationner entre les acteurs. Et c'est un lien social, puisqu'on parle de sociologie, c'est un lien social qui produit de la vision, qui produit de l'alignement des acteurs autour de buts communs et qui produit de l'engagement dans le temps pour donner le temps à ce que cette vision se traduise dans la réalité. Donc, par exemple, qui investissent des ressources dans la durée. Donc, c'est ça la deuxième conception, c'est une conception un peu différente du leadership. Ça ne veut pas dire que la leadership comme hiérarchie ne produit pas une vision, un alignement, un engagement, mais bien sûr que si, puisque c'est la définition même du leadership, c'est de pouvoir produire de la vision, de l'alignement. Mais si on insiste sur l'aspect hiérarchie, on oublie ce que doit faire le leadership, et c'est de produire ces résultats autour d'eux. Et tant il est vrai qu'il y a différents styles de leadership, et plusieurs styles de leadership, chaque style est fondé sur des valeurs partagées par les membres du groupe, qui peuvent être différentes. Il y a des groupes qui sont fondés sur la tradition, et des leaderships en conséquence qui font référence principalement à la tradition, la manière dont on fait ici les choses. Il y a et c'est là un autre style de leadership qui est très courant, qui est le leadership fondé sur un charisme personnel et les traits de caractère du leader qui font que les gens lui font confiance et sont prêts à le suivre pour les aider et les amener. Donc tous les prophètes, par exemple, eh bien, c'est le charisme personnel, mais il n'y a pas que. Il y a beaucoup de chefs d'État, beaucoup de chefs d'entreprise, etc. Le charisme personnel est une des valeurs qui peut caractériser un style de leadership. Et enfin, nous avons aussi des styles de leadership fondés sur le consensus du groupe et les règles qui en émanent. En Afrique, on a souvent ça, on voit souvent le fameux arbre à palabres. Le chef du village, c'est le sage, c'est celui qui sait construire le consensus du groupe et le faire vivre. Souvent, d'ailleurs, ces différents types de leadership peuvent se retrouver dans la même configuration. C'était simplement pour faciliter l'exposé. Quoi qu'il en soit, quand on parle de style, on parle aussi de culture, de leadership. C'est un réseau de croyances, on parlait de valeurs, et de pratiques, donc les comportements qui se reproduisent et qui donnent une culture. Et cette culture produit une vision partagée, un alignement et un engagement. Donc si vous êtes en Corée du Nord, vous savez quelle est la culture de leadership. Si vous êtes au Maroc, vous savez quelle est la culture du leadership. Et si vous êtes choisissez vous-même un autre pays, vous verrez que il y a ces cultures de leadership imprègnent de façon profonde la manière dont les affaires publiques sont conduites. Alors, on en arrive un petit peu à la synthèse de ce qui a été dit. Donc, si j'avais, de façon un peu prétentieuse, à construire une stratégie, une approche du développement rural et agricole, je ferais deux choses. Comme je l'ai déjà dit, focaliser sur les éléments, les maillons faibles dans ces trois systèmes, qui sont les organisations professionnelles, les normes et les codes de conduite, bon, c'est les normes, et les mécanismes de coordination. Et je changerai un certain nombre de règles du jeu pour obtenir des résultats différents. Donc, alors, changer les règles du jeu, ça peut être investir dans l'autonomie des acteurs. Tu as des acteurs plus autonomes qui n'interagissent pas
de la même façon entre eux, encourager de nouveaux leaders, l'émergence de nouveaux leaders. Nous avons déjà travaillé d'ailleurs avec Mohamed Touzi et d'autres dans les années 2000 dans l'oriental sur cette question. Développer une culture de l'évaluation, on en a parlé aussi. Donc voilà des règles du jeu, on parlait de règles du jeu qui peuvent conditionner le résultat de ce qu'on fait par ailleurs. De même que l'investissement sur les maillons faibles. On n'est pas en train de dire voilà ce que c'est que une politique du développement agricole ou une approche du développement agricole. Je dis voilà des éléments qui me paraissent indispensables pour que un certain nombre de stratégies et d'approches de développement, en l'occurrence agricole et rural, et donnent de plus grands résultats. Et c'est ce que je mets ici, les résultats suivront. Contrairement à ce qui se fait le plus souvent, c'est qu'on fixe les résultats, on veut augmenter la productivité, on veut augmenter le commerce, l'exportation, on veut augmenter les revenus, on veut tout faire, mais on ne s'intéresse pas beaucoup et pas assez aux conditions qui vont faire que les interactions infiniment complexes qui existent dans une économie agricole et rurale nous rapprochent de ces résultats. Donc, ma dernière diapo, je ne sais pas si je n'ai pas pris trop de temps, là, je n'ai pas consulté du tout ma montre, mais si vous êtes intéressé pour approfondir, je vous renvoie sur Amartya Sen et son approche par les capacités, et je vous laisse découvrir quelques-uns de ces disons, tenants de ce qui est la pauvreté, c'est la privation de la capacité de vivre une bonne vie. Hein. Zakaria parlait de vulnérabilité, mais finalement, on revient à ça. C'est donc que le développement humain concerne l'expansion des capacités des situations, l'éventail des choix qu'ils ont. Il y a beaucoup de gens qui ont très peu de choix. Se développer, c'est augmenter ses choix finalement, et ne pas être conditionné dans ses choix, ou le moins possible. Donc, c'est un retour sur la définition de la capacité, j'y retourne pas. Et le lien entre capacité et liberté et autonomie. C'est un peu des concepts équivalents quelque part. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions ou des clarifications. Merci Khalid. Tu es dans les temps, hein? Donc, superbe. Ouais, donc parfait. Tu me fais un peu moins. Alors, écoute, avant peut-être de laisser la place aux collègues et participants à ce webinaire pour poser leurs questions directement. Donc, moi, écoute, ça m'a fait beaucoup de plaisir d'écouter aussi ton retour par rapport à des expériences que je connais empiriquement. Et ça m'a beaucoup intéressé aussi comment tu les as traitées d'une manière, je vais dire, très, très humble aussi, parce que je sais que derrière les mots que tu disais, il y a énormément aussi de constats, énormément de complexité. Et le fait un peu de les synthétiser, ça donne aussi un peu d'air, et surtout pour nous, je dirais dans le milieu de la recherche, à se poser des questions. Ça nous donne des ouvertures. Et pour moi, c'est extrêmement important de remettre en question aussi cette conceptualisation du développement, parce que n'oublions pas que le développement, c'est d'abord centré sur l'action de l'État, ce que tu as appelé toi-même par l'État développeur. Alors qu'aujourd'hui, il y a une remise en question de l'État, quoique le corona nous a encore ramené à plus d'État, mais dans le fond, l'État, on est dans une période où les acteurs, je dirais, c'est même pas la recherche, les acteurs sont conscients que l'État ne peut pas tout faire. Et comment tu l'as traité, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça fait écho aussi
à des travaux classiques aussi en sociologie de Boudon aussi quand il parle du développement comme désordre. Donc les processus de changement comme imprévisibles. Ça veut dire que même si l'État veut aller dans ce chemin-là, il se peut qu'il ne va pas y arriver. Les acteurs en font ce qu'ils font avec ce développement et ça m'a beaucoup intéressé de t'écouter là-dessus. Bien sûr, j'ai beaucoup de questions, mais c'est pas mon temps, hein, donc c'est pas à moi de poser ces questions, mais je laisserai peut-être l'assistance poser ces questions à elle et après je reviendrai avec les miennes peut-être. Hein. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à poser votre question directement dans le chat. Je ne sais pas, Christian, est-ce que vous nous écoutez? Vous avez un problème de son au début? Vous pouvez activer votre micro si vous voulez. Je pense qu'il voulait prendre la parole tout à l'heure, mais ça ne marchait pas. Peut-être je commencerai par une première question, Khalid, le temps que ça chauffe un peu. Oui, bien sûr. Ouais. Je voulais juste te Alors, dire, puisque Christian Potin semble être la personne qui avait essayé, moi, ouais. j'ai suivi tes indications, donc j'ai décliné, mais ce n'était pas du tout l'intention de décliner, c'est que la fenêtre ouvrait sur ma présentation et je ne savais pas quoi Mhm. faire, donc je m'en suis remis aux présentations, aux présentateurs, aux D'accord. organisateurs. D'accord. Ok, voilà. Parfait. Ben, je lancerai peut-être une première question, Khalid, Mhm. sur sur cette dimension dont tu parlais tout à l'heure sur des OP, des organisations professionnelles, donc, qui sont en fait les fédérations, les coopératives, Mhm. associations de producteurs, associations de société civile aussi. Donc, quand tu as parlé aussi de cette autonomie par rapport au pouvoir public, alors quand tu disais ça, j'avais en tête aussi les deux stratégies marocaines, que ce soit l'INDH, que ce soit le plan Maroc vert, qui en fait encouragent vivement je vais dire, les citoyens, les producteurs à s'organiser en coopérative, en association, etc. Et du coup, c'est en les encourageant, il y a aussi une volonté aussi de l'État aussi à financer ces associations. Et du coup, je me pose aussi cette question de comment on peut aussi garder une certaine autonomie par rapport au pouvoir public, ou ça peut être aussi d'autres acteurs qui financent. Comment on peut garder cette autonomie alors qu'on est soi-même financé par cet acteur. Donc, pour moi, c'est une question classique, mais qui a aussi son sens dans le contexte marocain. Zakaria, c'est une question tout à fait pertinente. Et les deux sont en partie contradictoires. Et ça, c'est ce qu'aucun acteur ne veut entendre. Ni ceux qui sont aidés, ni ceux qui aident. Mais la réalité, il est très facile de comprendre pourquoi euh, ce genre d'incitation fonctionne comme un feu de paille. Je vais préciser tout de suite que je ne veux pas dire qu'il ne faut pas du tout aider les compagnies. J'ai dit exactement le contraire dans cette présentation. C'est la manière. Mm. Il ne faut pas les aider en fonction de ce qui nous arrange, à la cadence qui nous arrange, pour faire des choses qui nous arrangent, pour parler un langage simple. Il faut réellement les aider avec cette vision de construire leur autonomie. Alors là, oui. Là, oui. Je donne un exemple. Très souvent, au niveau d'un village, il y a toujours un certain niveau de base de capacité, de capacité, d'organisation pour il y a des tas d'organisations très spontanées qui existent. Les gens n'attendent pas que l'État leur dise de s'organiser quelque part. Mais ce qui est à leur portée, c'est des petites opérations du genre qui ont fait le succès d'ailleurs du microcrédit. Mais ce genre d'opération, donc on monte une opération, elle est
elle est bénéficiaire, donc les gens sont un peu mieux, ils veulent aller un peu plus loin, et très vite, ils rencontrent un obstacle du genre, il faut que je achète une machine qui coûte beaucoup plus et j'ai pas assez d'argent, il me faudrait du crédit, il me faudrait de l'aide, il me faudrait de la subvention. Oui, mais ça, c'est uniquement parce qu'on a fait un saut du niveau A où nous sommes à un niveau B qui est hors de portée. Si on a fait un bénéfice sur la première opération, pourquoi tu ne réinvestis pas en partie et collectivement si nécessaire, parce que de façon à arriver à un autre niveau qui n'est pas B, mais qui est B sur 2, ou A moins B sur 2, plus A. Je veux dire, donc c'est ça qui est peut-être aussi, et qui est très difficile parce qu'il ne s'agit pas de le gérer avec un espèce de plan. C'est simplement être conscient que, effectivement, ce que tu viens de dire, la manière de le faire peut être contradictoire avec l'objectif. C'est-à-dire que la fin, les moyens peuvent contredire la fin. Donc, et c'est là que si on situe la fin comme étant construire l'autonomie, on devrait avoir la possibilité d'aider et d'orienter les différentes aides d'une manière plus... Par exemple encore, si vous investissez dans l'école, dans la piste, dans l'eau, dans la santé et de qualité et d'accessibilité, vous construisez des libertés additionnelles pour la population, vous construisez des opportunités, vous construisez, et c'est déjà une aide. Ça aide plutôt à l'autonomie. Oui. Très bien. Je Merci Khalid. n'ai pas parlé, mais c'est évident, tout ce qui est formation. Hein. Au lieu de, c'est le fameux histoire de la canne à pêche et du poisson. Donc, tout ce qui contribue à développer à la formation et donc à créer des capacités internalisées sont à privilégier. C'est très clair. Peut-être, Habiba, tu peux prendre la parole, s'il te plaît, pour poser les questions au Hind. Oui, Que comme la vidéo elle est on a, transmise aussi ailleurs, donc il y a aussi des questions qui sont posées en dehors de ce chat. c'est ça. Vas-y, Habiba. Donc, on a déjà une première question. Oh là, oui, une première question. Vous avez dit que les capacités du leadership sont le ciment du processus de développement. À qui incombe le rôle de développer ces capacités chez différents acteurs, dont les organisations professionnelles? Une autre question. Autonomie, je pense que c'est un commentaire. Autonomie et liberté, peut-être besoin d'accompagnement. Voilà, un point d'interrogation. Une question. Est-ce qu'on peut dire que même si les acteurs essaient d'innover dans leur stratégie pour le développement, que l'effet culture reste imprégnant le système? Bon. Une dernière question. On parle toujours et tout le temps de l'évaluation comme maillon faible de toutes les politiques publiques, pas que la politique agricole ou les stratégies agricoles. À votre avis, comment on peut concrètement activer la culture de l'évaluation et surtout une évaluation indépendante? Bien, merci pour toutes ces questions. Elles sont absolument, encore une fois, pertinentes de mon point de vue et me donne l'occasion d'essayer de préciser aussi mes idées sur la question. Je n'ai pas nécessairement toutes les réponses en tête, mais pour les prendre dans l'ordre où elles ont été données, donc la première question, Zacharia, c'était sur la dimension des OP, sur l'autonomie. Tu veux bien me rappeler cette première question parce que je vois que j'ai mal noté la question. C'est plus une question par rapport à qui incombe le rôle de développer les capacités de leadership chez les acteurs. Sur la dernière question, oui. Oui. Alors, ça, je vais commencer par répondre par un exemple.
je ne crois pas qu'il y ait un acteur en particulier qui puisse, à qui revienne ce rôle. Je crois que chaque individu, à la limite chaque collectivité, a en elle une aspiration à diriger sa vie, à avoir un certain nombre un minimum de contrôle sur son destin. euh, et c'est cette aspiration qui les amène à prendre des risques, à faire des efforts, etc., à aller chercher l'information dont ils ont besoin là où elle est, à prendre en d'autres termes. Et donc, il y a un premier élément, c'est qu'il y a une force qui nous pousse vers, dans la vie de tous les jours, à apprendre. Et dans cet apprentissage, les capacités de leadership sont une des formes qui nous intéressent, puisque que ce soit à l'intérieur d'une famille, d'une coopérative, d'un village ou d'une entreprise, à la fin, on a tous, c'est ce genre de groupe a besoin de faire avancer ses objectifs et ses aspirations, et du coup, ils ont besoin d'une vision, où est-ce qu'on va, ils ont besoin que les gens alignent leurs efforts autour de ces objectifs, tout en faisant de tas d'autres choses, mais quand même, et ils ont besoin de cet engagement dans le temps. Donc, c'est, j'allais dire, la deuxième élément de réponse, c'est que la nécessité est elle-même une source de développement des capacités. Une fois on a mis ces prémices, il y a beaucoup de programmes qui visent à développer les capacités de leadership, même si on ne les appelle pas comme ça. On les appelle développer la gouvernance, former les managements, etc. Mais tout ça, en fait, comporte des éléments de ce temps-là. Donc, quand on parle des élus à niveau local, à niveau communal, à d'autres niveaux, qui ont besoin de savoir gérer les affaires publiques, là aussi, il y a beaucoup de programmes qui sont conçus pour les aider à remplir ces responsabilités. On n'a pas il n'y a pas vraiment un acteur. Je crois que tous les acteurs qui sont là peuvent prendre ce genre d'initiative. Mais je dirais que, de mon point de vue, les organisations représentatives, que ce soit d'une profession ou des communautés, etc., devraient être les premières à, à investir, à être intéressées et à investir dans la construction de ces capacités. Il y a des programmes extrêmement intéressants qui ne sont pas basés sur le fait d'aller dans un séminaire ou un atelier et de recevoir une formation théorique intellectuelle. Il y a beaucoup de programmes, ils ne sont pas souvent, je pense, mis en œuvre dans les politiques de développement ou dans les programmes de développement, plus exactement, mais qui sont beaucoup plus expérientiels, comme on dit en anglais, je ne sais plus comment on pourrait dire, ils ne sont pas expérimentaux, mais qui sont de l'ordre de l'expérience, ne sont pas conceptualisés, ils sont beaucoup plus dans l'ordre de comment on fait les choses. J'ai fait ça avec des villageois au Soudan, au Ghana, au Cambodge. Ça donne des résultats vraiment extraordinaires en peu de jours. Donc il y a des formes, si ceux qui sont intéressés, moi je les invite à aller voir le Center for Creative Leadership de Greensboro en Caroline du Nord, où j'ai pas mal collaboré avec eux. Donc le centre de leadership créatif de Greensboro. C'est un truc assez intéressant, vous allez voir beaucoup de choses là-dedans. Euh, il y a des boîtes privées et des armées militaires qui payent beaucoup pour ce genre de programme, mais il y a aussi des programmes à ras-le-sol qui sont pas chers du tout. Quelle autre question vous aviez le commentaire, je suis d'accord sur l'accompagnement, c'est la forme d'accompagnement qui
qu'il contribuera, l'objectif, c'est ce qui est le plus important, sinon il y a bien besoin. La culture. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une culture? C'est quelque part un comportement répété pendant tellement de fois qu'il devient surdéterminant des nouveaux comportements. Et donc, pour changer de culture, évidemment, on ne peut pas presser sur un bouton, on ne peut pas appuyer sur un bouton et on a, voilà, la nouvelle culture, on ne peut pas le décréter. Mais ça fonctionne avec les exemples, justement des leaders d'opinion, leaders politiques, leaders. Quand une élite, quelle qu'elle soit, ou un groupe, sans qu'il soit une élite, adopte une façon différente et que cette façon différente donne de meilleurs résultats, d'autres peuvent être tentés de la suivre et petit à petit, le modèle qui était le modèle de référence unique devient un modèle toujours important, mais moins exclusif et ainsi de suite. Donc, effectivement, c'est des processus qui peuvent être très longs, mais quand il y a une volonté, quand il y a une vision, il peut y avoir aussi des accélérations assez importantes. Je ne sais pas si j'ai répondu à ces questions. Merci. Il y a une autre question. Dans un secteur agricole rentier, le leadership et l'autonomie sont-ils possibles? Ben, oui, mais ce n'est pas la forme de leadership auquel vous pensez. Ce n'est pas la forme de leadership qui satisfait les intérêts d'une majorité. En fait, sur cette question de Salah Din, sur le secteur agricole, sur le fait que c'est un système rentier, bien sûr qu'il y a une bonne réalité de ça. Il y a aussi d'autres réalités qui concernent aussi ce secteur au Maroc, où on est vraiment dans un secteur extrêmement familial. Je vais dire à prédominance familiale. On est à soit 83% à peu près d'agriculture familiale et du coup, la rente, bien sûr, elle s'exprime comme dans tous les pays, elle s'exprime, mais elle est aussi assidue. Et je pense que c'est très, très important. Maintenant, bien sûr que dans toute politique publique, il y a aussi des groupes d'intérêt, il y a aussi des groupes de dominance aussi qui sont à considérer quand on fait l'analyse ou quand on fait l'évaluation ou quand on fait simplement de la recherche ou de l'intérêt, si j'ose dire. Je réponds pas à ta place, hein. C'est juste je complète. Non, Hein, non, Khalid. non, mais j'ai répondu de façon trop brève peut-être, mais pour marquer le fait qu'il n'y a pas de... Le leadership, il peut s'appliquer à... Si c'est si la vision c'est de développer l'intérêt d'une élite étroite et qu'on se donne les moyens pour cela, vous avez effectivement un leadership, mais on ne peut pas appeler ça peut-être ce leadership, on ne l'appellera pas un leadership de développement, on l'appellera autre chose. Mais dans une réalité sociale complexe, il y a vraiment de tout. Et c'est un peu la somme des interactions. Ce qui est important peut-être, c'est là se rappeler cet élément du système. C'est un système, il est fait d'interactions pratiquement infinies qui ne sont pas prévisibles en réalité, dont la résultante n'est pas prévisible. C'est ça qu'il faut peut-être commencer. Donc si vous commencez à toucher certains éléments du système, il va réagir. Et en touchant sur des maillons faibles, c'est-à-dire en renforçant certains acteurs, en mettant un peu plus de reddition de comptes et d'évaluation, qu'est-ce qu'on avait dit encore, en travaillant sur les normes et certains aspects, disons, légaux et autres, on arrive à changer la résultante du système sans nier l'existence de beaucoup d'intérêts qui peuvent ne pas, qui sont de toute façon en partie contradictoires, mais en partie qui peuvent aussi s'accommoder les uns les autres.
C'est pour ça qu'on parle aussi de cette dimension de ce champ du développement négocié. Il est assez large. Prendre Merci, d'autres Tiffany. questions? Oui, il y en a quand même pas mal de questions. On a l'État reste toujours un acteur principal dans le développement du secteur agricole. Peut-on imaginer un développement agricole sans sa contribution? Deuxième question. Dans quelle mesure les leaderships ruraux qui accommodent dans quelle mesure les leaderships ruraux qui accommodent des projets innovants peuvent guider un développement territorial rural sans l'intervention d'une structure basée sur le pouvoir des notables et leur marge de manœuvre à imprégner toute initiative de développement? On a aussi un commentaire. Je pense que l'État a compris cette question d'autonomie et essaie de l'initier dans la nouvelle politique publique Génération Green, contrairement à ce qui était le cas pour le plan vert. Une autre question. Est-ce réellement on a besoin des intermédiaires entre État et associations et coopératives pour la réalisation de ces politiques au niveau micro? Une autre question. Est-ce que dans le partenariat public-privé, les petits producteurs sont intégrés, car même les exemples des pays développés, ils restent toujours laissés par rapport aux industriels de l'agroalimentaire et à la grande distribution? Et une dernière question. Vous avez parlé de l'espace de l'État avec ses politiques, ses institutions, ses projets, ses programmes. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au profit du secteur rural et agricole au Maroc, certes, mais dès qu'on est sur terrain, on a l'impression que l'État est dans un bord et les agriculteurs sont de l'autre. Est-ce qu'on peut aboutir, à votre avis, à une autonomie des acteurs, mais tout en restant dans un seul espace qui inclut l'État et les agriculteurs, c'est-à-dire une certaine coordination, une communication, une articulation entre les deux? Voilà, je crois que je vais demander parfois à l'un ou l'autre de vous de m'aider à reprendre certaines questions qui peuvent m'échapper. Mais pour prendre, là aussi, vous avez soulevé la question de l'intégration des petits producteurs dans certains partenariats publics-privés. Donc, il y a cette question de ce clivage qui existe entre les agriculteurs et l'État. Est-ce qu'on peut les mettre ensemble et les faire communiquer comme acteurs autonomes? C'est vraiment la question peut-être la plus centrale, hein, de tout ce qu'on a dit, cette question. Parce que dans d'autres travaux, on a mis en évidence l'importance de la notion de tutelle au Maroc, qui a imprégné d'abord tout le développement colonial et qui a été hérité, repris et à peine dépoussiéré, je ne crois même pas, dans les politiques de l'État indépendant. Et je crois que là, on a un vrai... c'est le cœur du débat au Maroc, je pense. Passer de la tutelle qui amène justement à ces comportements d'assistanat, de dépendance, de fuite ou de retrait, et dans d'autres cas encore d'autres formes de contestation aussi, et passer vers une reconnaissance mutuelle des acteurs et de leur autonomie. Je pense qu'on a fait très certainement des progrès au Maroc, mais tant que les inerties héritées d'une histoire, hein, elles sont là, n'ont pas été aussi dépoussiérées, ça va être un peu plus long d'obtenir ce genre
mais on le voit se produire, hein, et ça existe. La vie de la société civile est beaucoup plus riche aujourd'hui au Maroc que ce qu'elle l'était il y a 30, 40, 50 ans. Donc, il y a des avancées. Mais ces avancées seraient plus fortes s'il y avait un projet culturel. Peut-être qu'il est en train d'émerger. Je me rappelle aussi des années 2005 quand l'État et le Maroc réfléchissaient sur les systèmes de valeurs dans la société, sur le développement humain. Donc oui, mais je crois qu'elle est vraiment, cette question est vraiment au centre des choses. Et il faut en avoir une conscience claire et construire un consensus autour de ça, par exemple. Ce qui n'est pas évident avec ne pas rentrer dans des considérations de politique, mais je ne suis pas certain que le fonctionnement des partis politiques contribue à créer cette nouvelle culture. C'est une question, en tout cas, que je me pose. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas faire quelque chose, mais il faudrait peut-être les sensibiliser, il faudrait peut-être occuper l'espace politique d'une manière différente pour faire avancer ce genre d'idées. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Les petits producteurs intégrés oui, ça c'est... Il y a deux questions dans la question au moins. Et la première, c'est est-ce qu'ils sont intégrés ou pas? Et la deuxième, c'est comment ils sont intégrés, c'est-à-dire quelle part de la valeur ajoutée reçoivent-ils par rapport à leur contribution? Et il y a tellement de situations différentes qu'on ne peut pas faire une réponse unique pour toutes ces cas. Quand vous allez faire une usine de dessalement de l'eau de mer pour irriguer un périmètre dans le Souss-Massa, bon, c'est évident que ça ne va pas être les petits agriculteurs qui font partie encore qu'ils vont contribuer à son financement, mais ils en sont potentiellement aussi en partie bénéficiaires. Quand vous faites les grandes coopératives laitières, donc là, généralement, il y a eu des distributions de valeur ajoutée à l'intérieur de la chaîne entre producteurs et usines qui ne sont pas égales, mais qui laissent une marge quand même aux producteurs qui n'est pas négligeable. Il y a mais c'est ça qui se construit dans les interprofessions. C'est ça qu'il faut construire dans l'organisation des intérêts des producteurs, le dialogue entre producteurs et transformateurs ou exportateurs. Tout ça, c'est ce mécanisme-là qu'il faut mettre en branle et il faut renforcer les points faibles pour que le dialogue produise des résultats plus intéressants. Donc, c'est des chantiers à long terme, toutes ces choses-là. Il y a quelqu'un qui a posé la question, est-ce qu'on a besoin d'intermédiaires? Alors, peut-être la personne peut préciser un peu sa question. D'abord, on constate qu'ils sont là. Mais je pense aussi qu'il y a intermédiaires et intermédiaires. Souvent, ils remplissent une vraie fonction économique. Et c'est les conditions, encore une fois, dans lesquelles il remplit cette fonction. Est-ce qu'il y a compétition ou pas? Est-ce que les gens ont des alternatives ou pas, qui font que le résultat de l'action de ces intermédiaires peut être plus ou moins favorable au développement. Il y a des choses aussi qui sont liées au financement et aux assurances. Si l'intermédiaire prend tous les risques, il va se surprotéger par rapport à certains risques qu'il prend. Et à partir de là, les marges qui restent aux petits agriculteurs, par exemple, souvent dans une activité qui est elle-même risquée, ça me nuise très vite. Oui. Est-ce qu'il y avait autre... Peut-être sur cette question, il y a aussi lieu de dire, dans le même sens que Khalid, sur les types d'intermédiation, que les associations aussi peuvent être considérées comme des intermédiaires elles-mêmes. Donc, elles n'ont pas besoin d'avoir un intermédiaire. Elles-mêmes, ce sont des intermédiaires entre
l'État ou le bailleur de fonds et la population locale, par exemple. Donc, et en ça, elle joue à ce qu'on appelle les courtiers du développement. Et beaucoup d'associations, par exemple d'ONG, ont joué ce rôle ou essayent de jouer ce rôle que Magid, là, je vois dans le chat et dans ma présentation aussi, on a dit, voilà, il y a un nouveau intermédiaire. Il y a ces partenariats créent de fait une opportunité pour de nouveaux acteurs de s'insérer et d'apporter un changement qualitatif au résultat de ces partenariats. Il y a Magid qui lève sa main. Tu peux activer ton micro, Magid, et parler, hein. Oui, vous m'entendez? Oui. Très bien, vas-y. Oui, alors c'était moi qui ai posé la question par rapport à ce que Khalid a évoqué. Donc, disons, dans le partenariat public-privé et les chaînes de valeur, il a parlé de 4 éléments, hein, les organisations de producteurs, des agences du secteur public, le privé, du public, du privé et des nouveaux intermédiaires. Moi, peut-être que dans sa définition de ce qu'il appelle nouveaux intermédiaires, moi j'ai peur qu'on comprenne que les intermédiaires au sens classique du terme, c'est-à-dire vraiment des agents qui sont entre la production, le producteur et le consommateur. Et je pense que d'abord, je ne suis pas de l'avis qu'il faut éliminer ces intermédiaires parce qu'ils ont une fonction économique qui est fondamentale. C'est le fait qu'ils ont de l'information sur les prix, l'information sur la distribution spatiale des biens et services qui sont concernés. Ils ont un avantage compétitif quand on achète une production et on la valorise, on la vend, etc. On injecte certaines valeurs ajoutées, c'est important. Ils permettent, dans ce sens, des fois de réduire le coût de transaction pour les producteurs. Exactement. Voilà. Dans ce sens, ils sont importants. Bien sûr, la question qui se pose, c'est peut-être une question économique, mais aussi d'équité, puisqu'on parle de développement, de sociologie. Il y a aussi une équité sociale. C'est que la marge qui est prise, elle est trop élevée. Et donc, du fait, elle n'est pas à la hauteur de l'effort fourni. Et là, ça devient problématique. Mais sinon, si par exemple, comme tu l'as défini, Khalid, les nouveaux intermédiaires qui contribuent financièrement justement aux chaînes de valeur par la transformation, le stockage, la logistique, etc., qui soutiennent l'organisation des producteurs, qui facilitent les négociations contractuelles. Tout ça, c'est important. Et finalement, j'ai bien peur que lorsqu'on comprend quand on parle de nouveaux intermédiaires, on a en tête les intermédiaires. Vous voyez? Et donc là, peut-être, c'est pour cela que peut-être parler beaucoup plus de nouveaux agents d'intermédiation qui jouent le rôle d'intermédiaire, parce qu'ils vont avoir de l'information sur les prix, ou valoriser la production, injecter une certaine valeur ajoutée dans cette production primaire des agriculteurs, mais aussi qui jouent un autre rôle disons, de faciliter l'écoulement de la production, les négociations contractuelles, etc. Et donc là, peut-être face si vous voulez, à des organisations de producteurs qui tendent vers l'autonomisation, comme Khalid l'a défini, ces intermédiaires pourraient jouer un rôle important, mais ils sont au-delà de la fonction d'intermédiaire et ils sont beaucoup plus dans ce qu'on pourrait appeler donc une fonction d'intermédiation. Voilà. Merci. Merci, Magid. Non, moi, je peux commenter, je suis tout à fait d'accord avec Magid. On aurait même pu utiliser. L'important, c'est de s'entendre sur ce qu'il y a derrière le mot. Et Magid l'a rappelé encore. On aurait pu utiliser un mot de nouveau médiateur.
Ce qui était important dans cet exposé sur cette partie sur les partenariats, c'est de montrer un besoin qui est créé par une forme de développement négocié, qui n'est pas toujours suffisamment reconnu, qui n'est pas toujours un rôle qui n'est pas toujours joué au niveau adéquat. Donc, on a souvent eu dans les projets du FIDA, on a souvent eu des situations de fait où le projet financé par le FIDA joue ce rôle de médiation et ce rôle multiple de médiation qui peut aller jusqu'au financement en partie de tout le partenariat et de la consolidation du partenariat qui, sans ça, aurait plus de chances de s'effriter ou parce que c'est des opérations compliquées avec des coûts de transaction, etc. Donc, effectivement. Très bien. Merci Khalid et Majid. Christian, vous voulez poser une question? Christian, vous nous entendez? Je le vois avec micro actif, mais on n'entend pas. On ne vous entend pas, Christian, hein? C'est votre micro qui ne marche pas. Sinon, vous écrivez votre question dans le chat. Il y avait aussi professeur Abdellaoui aussi de l'ENA de Meknes qui nous a rejoint. Oui, Abdellaoui. Oui, je m'excuse, je n'ai pas assisté à l'exposé, mais bon, je viens de suivre un petit peu le débat, mais j'ai une question un petit peu vraiment générale, je dirais, qui émane de la réalité professionnelle chez nous. Alors, je vais poser cette question qui est générale, un petit peu abstraite peut-être. Comment faire émerger des leaders dans des agricultures familiales et surtout paysannes, où le centre de décision reste quand même le père avec toute son autorité symbolique. Bon, c'est une question un petit peu dépassée, mais bon, si ça peut susciter. Merci. Ça nous ramène à la sociologie rurale. Oui, c'est Abdellaoui, bonjour. On a répondu, je crois, un peu déjà. Oui, certainement. Mais ce n'est pas trop, si ce n'est pas gênant pour les autres auditeurs, moi, ça ne me gêne absolument pas. Je suis désolé, hein, je n'ai pas pu techniquement vous suivre l'exposé. En fait. Non, je comprends, mais je crois qu'on partagera là. Et puis Alors, je crois, dans ma réponse, j'avais dit qu'il y a plusieurs mécanismes qui ne sont pas tous de l'ordre d'une action planifiée. Il y a une aspiration légitime de tout acteur à faire avancer ses intérêts et à partir de là, il y a aussi une capacité d'apprentissage qui est très forte et qu'on sous-estime chez les gens. Donc, les situations où un besoin de leadership apparaît tendent aussi à créer le développement de capacités de leadership d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est déjà un élément de réponse. J'avais aussi parlé de programmes, beaucoup de programmes qui ne s'appellent pas programmes de développement du leadership, mais qui en font, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Et tout ce qui est amélioration de la gouvernance, formation dans le management, il y a beaucoup d'autres choses dans les négociations. Il y a beaucoup de programmes qui font
de fait qui développe des capacités de leadership. Et puis, il y a des programmes qui sont vraiment taillés sur mesure pour cela, et certains sont les plus intéressants, je crois, ne sont pas des programmes de type scolaire ou académique ou conceptuel, mais qui sont des programmes qui sont basés sur la mise en situation et les interactions entre les gens. Là, ce serait trop long, mais j'ai donné une référence avec le centre qu'on appelle de Greensboro, en Caroline du Nord. Il y en a d'autres, mais celui-là est assez connu aussi pour travailler dans le domaine de l'entrepreneuriat social. Le centre de leadership créatif de Greensboro, c'est une vraie référence. Je travaille depuis très longtemps. Ok. Merci beaucoup. C'est complet pour moi. Je vous en prie. Merci, Saadlaoui. Christian, c'est OK? Ouais, le micro, hein. On vous voit parler, mais on ne vous écoute pas. Désolé. Ça ne marche pas, Christian, hein. Il y a Rachid Hussein qui a posé une question sur le développement social, mais je ne sais pas, c'est plus un commentaire, je pense, hein. Donc, parce que je n'ai pas compris la question. Ça finit pas par un point d'interrogation, donc je vais pas m'aventurer dans le sens. Parfait. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être libérer Sir Khalid. En le remerciant beaucoup pour sa disponibilité et ce moment de partage. Et puis, je vous donne aussi rendez-vous pour la prochaine séance, prochain séminaire avec Grigory Lazarev, qui va nous parler aussi, qui va revenir beaucoup plus sur une analyse par données, aussi statistiques, sur l'agriculture marocaine, sur l'atlas aussi des espaces agroécologiques marocains. C'est pour rester dans les bons termes de Grégory. Donc, merci beaucoup aussi à l'assistance. Et puis, on s'y dit à bientôt. Désolé, Christian, hein, donc, mais vous pouvez échanger directement, hein. En tout cas, la présentation, elle va rester disponible sur la page de l'événement, sur la page aussi du laboratoire LAD6. Et puis, si quelqu'un en a besoin, on peut le partager avec lui. Ok, merci. C'est bon. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci Khalid, merci Majid. Merci à vous. Et Merci, à merci. très bientôt. Merci beaucoup. Merci pour cette initiative. Merci Majid. Merci.